chante que j'interprète, mais je fais de l'afro-gospel blues. Alors, donc c'est dans le blues Congo que je vais vous amener. Je crois fortement à l'invocation que tu viens de faire. Et tu sais pourquoi. Mais cette invocation nous donne aussi de démarrer de ce moment en essayant simplement de vous présenter un tout petit peu ce que c'est que le CRC. Je le décline, Congrès pour la renaissance du Congo. La renaissance du Congo est notre projet. Le projet partagé par de milliers, de centaines de milliers de résistants dans notre pays. Nous voulons simplement vous rappeler que ce projet voit le jour en termes de figuration parce que voulu par les plus de 90% de résistants qui sont sur place au Congo et qui n'ont pas de voix, qui sont des sans-voix et qui ont voulu avoir une voix qui puisse les porter leurs idéaux et rappeler ce que ceux-ci veulent. Et bien sûr, dans cet écho, c'est les 10% de ces résistants qui sont visibles dans nos diasporas, qui eux ont la liberté de parole et qui peuvent ainsi incarner la lutte que mène l'ensemble des Congolais. Vous pouvez penser aux retraités congolais, vous pouvez penser à cette jeunesse fortement sacrifiée depuis 40 ans. Une jeunesse qui ne sait plus à quelle sainte se vouer.
Alors, nous parlons aussi de toutes ces femmes, tous ces paysans qui attendent cette renaissance du Congo pour qu'ils repartent, qu'ils retrouvent ce rapport qu'ils ont avec la terre et qu'ils n'ont plus aujourd'hui parce que même cette terre semble être maudite par ce système et ce régime qui l'empêche d'avoir toute sa croissance. Alors le CRC, ce congrès, est une plateforme. Il réunit des citoyennes et citoyens décidés, engagés dans la résistance, dans le but de mettre fin à un vieux système installé dans notre pays depuis 60 ans. Savez-vous que l'Université de Cherbourg a publié toute une étude assez forte sur le Congo? Cette étude laisse apparaître que sur environ 60 ans de vie de cette nouvelle république, il y a à peine 7 ans de vécu de l'idéalité démocratique. Tout le reste du temps, c'est des régimes fermés, des régimes qui détruisent les valeurs, des régimes qui détruisent la personne humaine, qui l'enferment, qui privent la personne humaine de l'élément essentiel qui est la liberté, et à commencer par la liberté de penser. Et bien sûr, lorsqu'on vous prend votre liberté de penser, on vous prend tout. On vous prend tout ce qui vous est si cher. Alors mettre fin à ce vieux système occultiste de plus de 60 ans, mais si on veut mettre fin à ce système, c'est pour restaurer un état de droit démocratique de notre pays. Là, je vais juste dire deux choses. Nous avons l'habitude de conjuguer état de droit et démocratie. Je crois que parfois, nous répétons des erreurs qui nous rappellent l'histoire de la conception de l'État dans ce pays, dans lequel nous nous trouvons, et nous avons à penser une démocratie qui arrive après que l'État ait été constitué. Mais voyez-vous, il n'y a pas de démocratie sans État de droit. Donc il ne peut exister d'État de droit sans démocratie. Lorsque vous avez les droits fondamentaux qui sont au cœur de la vie de la cité, l'homme retrouve toutes ses facultés. Et alors, vous avez là véritablement un état de droit démocratique. Lorsqu'on conjugue les deux mots en mettant la conjonction de coordination et, on se retrouve devant deux choses qu'on tente de mêler. Ce n'est pas possible, parce que l'état de droit ne peut exister que dans un cadre procédural bien déterminé, que seul se crée la démocratie, et la démocratie n'est possible que sous-tendue par un état de droit. Donc, nous avons là quelque chose d'important, d'où ce concept d'état de droit démocratique que nous allons répéter inlassablement pour que l'on comprenne que l'état de droit n'est pas l'état légal. Car on peut avoir des lois injustes, on peut avoir des lois qui récriminent la liberté, comme nous le voyons au Congo et dans bien d'autres dictatures dans le monde. Et vous savez qu'avec le monde moderne, les dictatures se sont repensées et donnent une figure avec des institutions, fabriquent même des élections qui sont des pièges à rats. Et ceux qui veulent aller se laisser prendre arrivent à se laisser prendre dans ce piège. Et il s'agit simplement de légitimer un système qui tente de s'habiller différemment. Alors, nous nous disons que nous sommes là pour mettre fin à cet état. D'où l'idée de restaurer l'état de droit démocratique. Nous parlons de restauration, réhabilitation, reconstruction, parce que tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire. Notre pays est un vaste chantier sur le plan politique, institutionnel. Et nous avons des amis qui, sur la place de Paris, lèvent notamment des sujets là-dessus pour montrer qu'il y a besoin d'entrer dans la réflexion sur ce que nous devons être demain. Alors, nous encourageons de telles perspectives. Alors, nous disons aussi que, après cela, bien sûr,
nous savons que nous ne pouvons pas atteindre cet état restauré, réhabilité, qui doit être reconstruit dans une perspective politique tracée par l'ensemble du pays, dans un cadre consensuel. Eh bien, il nous faut d'abord atteindre une première limite, abattre les murs du régime qui nous tient prisonniers, du régime qui lie les libertés. Ce régime doit être fondamentalement détruit jusque dans ses bases idéologiques, et libérer les 12 régions du pays, et faire en sorte que ce pays reparte avec l'ensemble de ses citoyens réconciliés, c'est-à-dire totalement remembrés. Il n'est pas possible que ce pays reparte, que nous ayons une nation réconciliée, s'il n'y a pas un remembrement qui est installé dans notre pays. Ce pays a été divisé, segmenté. Nous devons tout faire pour retrouver une unité. Alors, oui, il faudra produire une nation. Une nation, certes, qui a un caractère plural par sa composition, mais une nation cohésive. Une nation cohésive. Et alors, pour atteindre effectivement cet objectif, nous avons le CRC qui est bien lancé pour atteindre ces différents points et lancer le combat où chaque Congolais va saisir cette opportunité pour que nous lancions définitivement la possibilité de la destruction donc, de cette dictature. Alors, chers compatriotes, le CRC, qui est une institution qui est déjà créée depuis plus de 4 ans, voit aujourd'hui le jour, mais est organisée. C'est une porte ouverte à l'ensemble de ceux qui veulent se lancer avec nous, de ceux qui veulent nous rejoindre, d'où qu'ils viennent. Il y a place pour tous. Nous sommes actuellement organisés en commission diplomatie, commission organisation qui a pu gérer cette manifestation, commission planification et gestion des risques parce que nous plaçons la gestion des risques au cœur de notre démarche, commission juridique, commission relations publiques, commission politique, pour aborder les questions que tant d'amis ont déjà commencé à aborder et nous aurons à les rejoindre dans les jours qui viennent. Alors, commission communication, bien sûr, nous avons des études d'analyse et de prospective puisque nous sommes en même temps un think tank. Nous devons être tout pour préparer l'avenir de notre pays. Alors nous appelons effectivement à prendre votre place au sein, notamment du CRC, de trouver votre place dans les jours qui viennent. Le CRC lancera sa première convention et à cette convention seront appelés tous ceux qui désirent entrer et passer ce temps avec nous pour travailler à la nouvelle perspective pour notre pays. Mais ceci dit, je vais encore t'appeler Nzigo Samba pour que tu nous annonces encore une belle parole au travers d'un chant, et après cela j'inviterai donc M. Pierre-Simon Musonda, membre du CRC, membre fondateur du CRC, de prendre la parole pour dire la parole de circonstance. Merci. Ce chant, je ne vais pas le traduire parce qu'il est en français. Il me fait penser à un ami que nous avions presque tous connu il y a quelques années, qui a beaucoup chanté pour l'Afrique. L'Afrique et l'Afrique. Il s'appelait Francis Bébé. Afrique demain. C'est comme si je disais Congo demain. Donc là où je vais prononcer Afrique, dans votre cœur, pensez Congo. S'il vous plaît.
quel espoir pour demain. L'Afrique n'a pas tout perdu. Même si quelquefois elle hésite à prendre en main son propre destin. Je vois dans le ciel de l'espoir pour demain. L'Afrique n'a pas tout perdu. Même si quelquefois elle hésite à prendre en main son propre destin. L'Afrique sera bien plus belle. Il y aura des fleurs nouvelles dans son jardin d'espérance. Quoi qu'on le dise demain. L'Afrique sera bien plus belle. Il y aura des fleurs nouvelles dans son jardin d'espérance. Quoi qu'on le dise demain. L'enfant qui se baigne au soleil d'un jour nouveau sera demain un grand garçon. C'est lui qui donnera au monde le rythme d'une vie nouvelle. L'enfant qui se baigne au soleil d'un jour nouveau sera demain un grand garçon. C'est lui qui donnera au monde le rythme d'une vie nouvelle. Se retrouve même plus, tandis qu'elle est le vivant symbole de la vie qui toujours recommence. Ne me parlez donc plus d'une Afrique perdue, qui ne se retrouve même plus, tandis qu'elle est le vivant symbole de la vie qui toujours recommence. L'Afrique sera bien plus belle. Il y aura des fleurs nouvelles dans son jardin d'espérance. Quoi qu'on le dise alors, au travail, afin que l'avenir nous ouvre nos cœurs à la joie. Par nos efforts, notre endurance, nous ferons l'Afrique de demain. Ne me parlez donc plus d'une Afrique perdue, qui ne se retrouve même plus, tandis qu'elle est le vivant symbole de la vie qui toujours recommence. Alors, au travail, afin que l'avenir nous ouvre nos cœurs à la joie. Par nos efforts, notre endurance, nous ferons l'Afrique de loin.
dans son jardin d'espérance, quoi qu'on le dise Merci, poète congolais. Reprenons Francis Bébé, tu éveilles notre conscience. Je vais appeler M. Pierre-Simon Messonga à prendre la parole. Merci, chers frères. Nous remercions d'emblée l'ensemble des participants pour avoir pris un peu de leur temps afin de prendre part à cette cérémonie que nous voulons solennelle. Mesdames et messieurs les conférenciers, chers invités, chers compatriotes et chers amis du Congo-Brazzaville présents dans la salle et connectés à travers notre système de communication en visioconférence à travers le monde. Permettez-moi de vous saluer au nom des membres et sympathisants du CRC, au nom de la commission qui s'est mise en place pour faire le maximum afin de vous offrir une rencontre de qualité, nonobstant les difficultés de transport liées aux rêves que nous connaissons tous. Nous savons qu'ils sont nombreux, ceux qui auraient pu participer à cette grande rencontre, à cette grande cérémonie, et qui ont été empêchés par la grève parce que les moyens de transport ne leur ont pas permis de faire le déplacement souhaité. Nous adressons nos encouragements à l'ensemble des forces vives qui luttent contre la dictature au Congo, souvent dans l'ombre ou en silence, mais souvent au péril de leur vie. Ce 14 décembre 2019 marque la naissance officielle du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC. Nous sommes une plateforme associative, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, des résistants et démocrates congolais qui se battent résolument contre l'ordre politique et social qui a complètement détruit ce pays, et le Congo-Brazzaville. Le CRC aurait dû voir le jour sur le territoire congolais. Malheureusement, pour des raisons évidentes de sécurité, cette naissance a lieu ici en France. Cela ne nous empêche pas de garder notre âme et notre chair fortement plantées sur le territoire national. D'ailleurs, en d'autres temps, souvenons-nous, c'est à Brazzaville que s'exprimait la France libre. Le Congrès pour la Renaissance du Congo n'est pas un caprice citoyen, une organisation congolaise de plus. Il est une réponse au drame que vivent nos compatriotes au Congo-Brazzaville. Alors, préparons ensemble ce que nous avons qualifié de révolution du fleuve au sein du CRC. Que disent les sigles CRC? Pour nous, C, qui signifie congrès, est une invite au rassemblement. Parce que la force du CRC est dans l'unité et la mobilisation des résistants et démocrates du Congo-Brazzaville. R pour Renaissance symbolise le regard rétrospectif sur nos 60 ans d'indépendance et la projection vers des lendemains meilleurs. Notre pays a besoin de revisiter son passé. Le concept de Renaissance renvoie ici aux idées défendues par les pères de l'indépendance, pour qui l'Afrique devait se développer unie ou crever divisée. Et bien sûr, le C, c'est notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous êtes résistant ou démocrate. Vous militez dans une association ou êtes installé au Congo dans des diasporas. Rejoignez la révolution du fleuve sans renier vos organisations
ni votre liberté d'action. Prenez votre place en qualité de membre ou dans le cadre d'un partenariat stratégique. Il s'agit d'une répartition des rôles entre compatriotes. Il s'agit d'accomplir des missions, de repartir les tâches, organiser et incarner la lutte contre l'État voyou. L'implication et les contributions intellectuelles, matérielles et politiques de toutes et de tous sont nécessaires dans les meilleurs délais pour abréger les souffrances de nos compatriotes et de nos amis afin d'aider notre pays à enfourcher le cheval de la Renaissance nationale. Le projet de Renaissance nationale est un catalogue de propositions incompressibles destinées à trouver des réponses aux questions existentielles que pose le drame congolais. Nous voulons, et nous le disons clairement, sans embâche, la fin du système politique vicié de plus de 60 ans et du régime dictatorial qu'il incarne. Nous voulons la restauration de l'état de droit, de la démocratie véritable et des libertés fondamentales dans le cadre d'une transition politique consensuelle et apaisée sur les cendres de la dictature. Et enfin, nous pensons que le Congo, comme tous les peuples libres, ne peut se passer d'une élection démocratique, libre et transparente avec la contribution de la communauté internationale. Un manifeste rédigé par le CRC sera à votre disposition sur notre site. Il reprendra la ligne politique de la plateforme, ses objectifs principaux et les modalités de leur mise en œuvre. Ce document recteur, ainsi que les statuts et le règlement intérieur, seront mis à la disposition du public au cours de la convention générale du CRC qui sera convoquée courant février 2020. Cette convention sera l'occasion du rassemblement et de l'interaction entre les résistants et les démocrates des 12 départements de notre pays et de ses diasporas. Elle définira les conditions d'organisation des forces vives et du renforcement de la cohésion autour des stratégies et des modalités liées à la mise en œuvre des objectifs du CRC. Chers compatriotes et chers amis du Congo-Brazzaville, que faire face à la canaillerie politique et économique qui détruit, pille, emprisonne et reprime à tout va dans les 12 départements de notre pays? Le mal étant connu, aucune citoyenne, aucun citoyen ne doit rester inactif partout où résident les Congolais. Le temps presse et l'inaction de chacun d'entre nous nous rend coupables de non-assistance à peuple en danger. Pensons à tous nos compatriotes, concassés par le chômage massif, à nos retraités, qualifiés avec arrogance de serpents sans venin, et qui vivent cruellement l'arrogance des gouvernants et de leurs suppôts. Pensons à toutes celles et ceux qui, blessés dans leur âme et leur chair, errent sans espoir dans les profondeurs du Congo, particulièrement dans le département du Poul, à Kélé, dans la Nicolas et la Cuvette aujourd'hui noyés sous les eaux. Pensons à celles et ceux qui vivent à l'étranger, privés de patrie, déracinés et coupés de leur vie culturelle et économique, et à ces étudiants sans bourse. Pensons à notre économie gangrénée par la corruption et le pillage des ressources, dont les espoirs de sortie de crise, malgré les accords signés avec le FMI, viennent à peine d'être touchés. Pensons à tous les activistes incarcérés dans les geôles du régime pour avoir dit non à la félonie. Pensons au général Mokoko. Pensons à Kombi Salissa et autres, à toutes les victimes des adeptes d'une vision archaïque et obscurantiste du Congo. Enfin, gardons vivant en mémoire les âmes à anoblir de nos compatriotes qui payent de leur vie le brigandage des prédateurs politiques qui ne veulent pas entendre raison. Les grands peuples luttent avec méthode, abnégation et intelligence. Ils savent définir les priorités, dépasser les querelles et les égos, mesurer les conséquences des paroles et des actes publics sur l'action collective, s'effacer avec générosité lorsque l'intérêt collectif l'exige, tirer les leçons des échecs, tituber, poser les genoux à terre, recevoir des coups et se relever pour arracher la liberté et la dignité.
Des dissensions peuvent exister dans nos rangs, au Congo et dans les diasporas. La tentation d'abandon est parfois grande. Mais quelle est cette femme? Quel est cet homme qui accepte de mourir, de voir mourir ceux qui lui sont chers, sans résister ni lutter pour les sauver? Les tragédies ne sont-elles pas trop importantes pour continuer à être spectateurs et donc complices passifs du système, pour continuer à laisser le régime saccager l'État, opposer les Congolais les uns aux autres, corrompre à grande échelle et révéler une présidence familiale dans un pays qui a tous les atouts pour réussir son développement? Comment rester inactif lorsque les opposants, des cadres militaires et civils, des journalistes et des nombreux citoyens sont torturés, assassinés, humiliés et emprisonnés, contraints à l'exil ou à la clandestinité pour des délits d'opinion, pour avoir refusé le dictat et l'ignominie? Faut-il continuer à être passif face à un système sanitaire moribond, un système scolaire à l'abandon, des pensions et des bourses impayées, des salaires versés au rythme des gymnastiques mafieuses? Faut-il détourner nos regards lorsqu'on sait que le régime met en péril le deuxième poumon du monde, le bassin du Congo? Eh bien, la réponse est non. Que doivent faire les Congolais? La question a été maintes fois posée sans réponse à la hauteur du gouffre. Pourtant, l'histoire des hommes le montre. Les dictatures et les tyrannies ne s'éteignent que par des actions populaires, concertées et coercitives. Notre pays ne saurait échapper à cette logique. Une logique qui s'appelle chez nous révolution du fleuve. Des voix fusent de la part des tenants du régime et de leurs affiliés pour qualifier les membres du CRC d'aventuriers ou de violents. Ils manœuvrent en coulisses pour discréditer le message et l'image d'une dynamique qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Ils essaient de s'attirer les faveurs de la communauté internationale. Ils instrumentalisent nos magistrats, nos vaillants officiers, sous-officiers et hommes de rang, gendarmes et policiers qui vivent les mêmes tragédies que leurs concitoyens. Le but pleinement assumé est d'apeurer les populations traumatisées par des décennies de terrorisme d'État. Le CRC n'est pas un mouvement violent. Il fonde son action sur les valeurs que défendent la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits des peuples. Alors oui, comme le proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et une portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Nous prenons la défiance politique et l'action populaire. La révolution du fleuve qui, dans la douceur de ses flots, draine les espoirs des affluents. Soyons ces affluents et ces rivières qui permettent à la deuxième majesté bleue, le fleuve Congo, de se faire entendre au-delà de nos frontières. Le peuple français ne s'est débarrassé de l'occupation nazie que parce que le CNR, Conseil national de la résistance, avait réuni tous les courants de pensée et d'action autour d'un seul objectif, la fin de l'occupation. Le peuple frère d'Angola et le MPLA n'auraient pas vaincu le colonialisme portugais s'ils n'avaient pas utilisé tous les moyens, y compris la fraternité de ses frères du Congo-Brazzaville. Et les exemples sont nombreux. Nous sommes au cœur du bassin du Congo, une zone de tourbière qui, mal gérée, pourrait être une catastrophe pour la planète. Le défi des Congolais est donc un défi international. Nous nous en convaincrons en suivant l'exposé tout à l'heure du docteur Greta Dargy, professeur à l'Université de Lille en Angleterre, sur ces tourbières et sur la légèreté et l'immoralité de ceux qui essaient d'en faire un élément de chantage politique et de promotion personnelle. Autant la communauté internationale braque ses regards sur ce qui se passe en Amazonie au Brésil, autant elle devrait se préoccuper du danger que constitue un homme et un système destructeur au cœur du bassin du Congo. Préservons les deux poumons du monde si nous ne voulons pas être comptables d'une crise écologique aux conséquences gravissimes pour l'humanité. Chers compatriotes, de nombreux décideurs économiques et politiques ne lisent pas dans le ciel. L'Afrique bouge, certes à petits pas, mais elle bouge. Et pourtant elle avance. Aurait dit Galilée, s'il lui était donné l'occasion de revenir à la vie. La liberté devient une denrée vitale que cherchent à conquérir tous les Africains de la nouvelle génération. Le CRC est à l'école des peuples burkinabés, tunisiens, et nous avons dans la salle une dame qui va nous en parler. Soudanais, nous avons un ami dans la salle
qui va nous en parler, et algériens dont on suit aujourd'hui la lutte et les conséquences que ça peut entraîner, tous ces peuples se sont organisés et mobilisés pour sortir des griffes de l'abomination. La révolution du fleuve, que nous prenons, s'inscrit dans cette lignée. Un Congo libéré de la dictature n'est pas incompatible avec les intérêts de ses voisins et de ses partenaires. Bien au contraire. Notre volonté de vivre en harmonie est sans équivoque. C'est pourquoi nous appelons les peuples frères et amis du Congo, nos principaux amis, partenaires politiques et économiques, à soutenir activement le Congrès pour la Renaissance du Congo dans l'accomplissement de ses missions. Dans ce cadre, nous sommes demandeurs d'alliances basées sur la communauté d'intérêts politiques et stratégiques, sur la promotion de la sécurité collective, de la paix et du développement intégré de nos États. Nous savons qu'il y a dans le monde des puissances publiques et privées disposées à aider un Congo débarrassé de la dictature. Nous savons qu'elles ne viennent pas au secours d'un peuple et d'une initiative timide et mal organisée. Que l'aide n'est possible que si et seulement si les Congolais et le CRC, qui les garde, la lutte contre un système destructeur, sortent de l'apathie et de l'attentisme. Si et seulement si, de l'intérieur de notre pays, se lève un puissant mouvement de masse, organisé, déterminé et lucide. C'est un défi majeur que le CRC entend relever à travers la mise en œuvre de sa vision et son programme d'action, de ces commissions qui ont fait l'objet de la communication de notre modérateur, ainsi que de la dynamique de rassemblement et de mobilisation qu'il met en marche. Dans cette perspective, notre plateforme pour la réorganisation et œuvre pour la réorganisation de l'État, pour la rupture avec la dictature et l'ordre ancien dans le strict respect du droit, contre la chasse aux sorcières. Elle prend la lutte implacable contre les règlements de compte gratuits et extrajudiciaires, contre la supériorité d'un groupe social sur un autre, contre la primauté de la force sur le droit. Elle entend promouvoir l'égalité de tous et de toutes face à la loi, sans distinction de sexe et de religion, dans un État décentralisé. Et le CRC ne le dit pas pour plaire, il le dit parce qu'il veut le faire. Constatons avec réalisme que pour exister, nos quelques 5 millions d'habitants n'ont pas d'alternative à une unité sans complexe, à l'instauration d'un véritable État de droit, démocratique et généreux. Le Congo est trop petit et trop fragile pour se payer le luxe d'une division dans un sous-continent constitué de puissances démographiques, militaires. Nos lamentations et nos nombreuses prières ne suffisent pas. Il nous faut agir. Telle est la loi de la vie. Vive la révolution du fleuve, vive le Congo. Nous vous remercions. Cela est entendu. La révolution du fleuve. La révolution du fleuve. La révolution du fleuve. Et un fleuve n'est un fleuve que par la force, la puissance de tous ses affluents. Alors, nous allons maintenant écouter une voix de sagesse, mais une voix incarnée, parce que cette voix vient de l'intérieur du pays. C'est une voix qui connaît ce qui se passe dans notre pays. J'ai nommé M. Clément Mirassa. Nous vous appelons maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier les amis du CRC qui ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que je ne sois pas à 6000 km de poursuivre cet événement et que je le vive avec vous ici. Et je vous en remercie pleinement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, il m'a été demandé de brosser un peu la situation politique et économique de notre pays. Thème très grand. Il y a beaucoup de choses à y dire.
d'autant que ça peut se résumer en une seule phrase. Le Congo va mal, très mal. Et depuis plusieurs années, on essaye de chercher des voies et moyens, sinon des solutions de sortie de crise. Alors, à ce propos, il y a des voix qui se sont déjà élevées au Congo, plusieurs voix d'ailleurs, qui se sont élevées pour décrier en réalité ce qui se passe. J'ai préparé une petite communication que je vais essayer de présenter, pas de vous le dire, mais de le présenter, et qui, j'ose espérer, se retrouvera sur le site du CRC pour que tout le monde en prenne la connaissance. En fait, je me suis posé la question sur ce thème parce que depuis plusieurs années, des voix se sont élevées au Congo pour constater que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle. Il y a plusieurs événements qui ont marqué la vie du Congo ces dernières années. Parmi ces événements, on peut citer le changement de constitution, de la constitution de janvier 2002. On peut citer l'élection présidentielle anticipée de mars 2016, mais on insiste ces derniers temps, sur la grave crise multidimensionnelle que connaît le pays. Elle est politique, elle est économique, elle est sociale, elle est morale, elle est culturelle, même si, dans un premier temps, les gouvernants n'ont pas voulu la reconnaître. C'est pour ça que nous tenons à rendre hommage à un certain nombre de personnalités congolaises qui, dans le contexte du Congo, qui est un contexte difficile, ont souvent élevé leur voix, non seulement pour faire une analyse assez approfondie sur la situation politique et économique, mais ont également proposé des solutions de sortie de crise. Parmi ces voix, je parlerai des personnalités que vous connaissez, Mathias Nzon, Christophe Mukoke, Jeanne Dadi et moi-même, qui, à un moment donné, dès octobre 2012, avons adressé au président de la République une lettre ouverte pour signaler et attirer son attention sur le fait que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle et qu'il était urgent que l'on tienne les états généraux de la nation. Je crois que tout le monde connaît la réponse. Il n'y a pas de crise au Congo. Nous avons suffisamment d'argent. Nous avons beaucoup d'argent. Mais nous tenons beaucoup à cette référence parce que par la suite, les gouvernants ont voulu expliquer la crise du Congo par la baisse drastique des prix du baril du pétrole. Et nous nous référons à cette année 2012 parce que le prix du baril de pétrole congolais en 2012 est de 102,2 $. C'est pratiquement au moment où nous avons atteint le summum. Nous avons également une autre initiative, c'est l'initiative des évêques, qui ont publié un message très fort en mai 2018, dans lequel ils ont décrit la situation du Congo et ils se sont posés un certain nombre de questions, s'interrogeant, se demandant comment cela a pu arriver après que l'État congolais ait engrangé autant d'argent, pour certains plus de 30 000 milliards de francs CFA, et a dégagé pratiquement plus de 14 000 milliards. Comment expliquer la dette? Comment expliquer les préfinancements? Comment toute une série de questions qui généralement n'ont pas trouvé de réponse. Et nous avons le mémorandum de l'opposition congolaise, le mémorandum sur l'état de la nation qui a été publié en janvier 2019, où également on revient sur un certain nombre de sujets et on fait des propositions pour dire qu'il faut aller au niveau de la sortie, des solutions de sortie de crise, il faut aller à la décrispation de la situation politique du pays, par la libération des prisonniers politiques, notamment emblématiques, comme Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa, qui sont emblématiques parce qu'ils ont contesté les résultats de l'élection de 2016 et il y a bien d'autres prisonniers. Et nous pensions qu'au-delà de ça, il fallait organiser un dialogue national inclusif, pas celui qui est préparé dans la forme de Martin Berry actuellement dans notre vision. C'est un tout autre dialogue qui doit associer toutes les intelligences congolaises parce qu'on estimait qu'après les événements connus par le pays, on a eu trop de drames, on a eu trop de pertes humaines, on a eu trop de dégâts
matériels, humains et autres, qu'il fallait une solution pacifique pour sortir ce pays. Malheureusement, nous n'en sommes toujours pas arrivés. Et après avoir fait ce rappel, le rappel de ces initiatives, j'ai tenu quand même dans la communication à faire un petit rappel l'État du Congo en 1997. Pourquoi? Parce que dans cet État, le candidat Denis Sassou Nguesso décrit la situation qu'il semble avoir trouvée après ce qui s'est passé en octobre 1997. Et nous voulons qu'on accorde une attention particulière à cette situation, parce qu'il est curieux que la description de la situation corresponde à très peu, que corresponde pratiquement à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'au moment où cela est décrit dans la Nouvelle Espérance, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris. Il y avait 12 engagements qui étaient pris. Et dans les 12 engagements, il y a un certain nombre de préoccupations qui n'ont toujours pas été réglées jusqu'aujourd'hui et que nous allons retrouver dans le constat que nous allons faire. Parmi ces engagements que nous retrouvons pratiquement aujourd'hui, puisque d'après le constat qui a été fait, tout le monde le sait, la situation était catastrophique, la gestion économique et financière, la gestion financière, économique et financière était scabreuse et calamiteuse, tout en reconnaissant que pendant les 5 ans de la présence du président Lissouba, et c'est reconnu dans la Nouvelle Espérance, les budgets annuels tournaient autour de 500 milliards de francs CFA. Donc pendant cette période, on a pratiquement en 5 ans engrangé près de 2000 milliards. On est à l'ordre de 2000 milliards, c'est pratiquement la moitié du budget de l'année 2012, d'une seule année. Alors parmi ces aspects qui ont été soulevés et auxquels on voulait accorder une attention particulière, il y a la promotion de la bonne gouvernance. On y reviendra parce que maintenant, le Fonds monétaire recommande au président Denis Sassou Nguesso et à son équipe de revenir à la bonne gouvernance. Il y a la diversification de l'économie, pour laquelle déjà, dans les années 82-86, on a eu un plan quinquennal qui avait pour objectif essentiel la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole. On n'en est pas là. Il y a eu ensuite la réduction progressive de la pauvreté, le relèvement progressif et substantiel de la qualité de la vie des Congolais et, chose qui revient maintenant, le désendettement de l'État avec l'objectif affiché de bénéficier des initiatives de la granulation d'une part conséquente de notre dette. Donc voilà un peu la situation. Maintenant, comment se présente la situation politique d'aujourd'hui? La première chose que je tiens à indiquer, et ça ne surprend personne, lorsqu'on se réfère à l'indice de démocratie, le Congo a aujourd'hui un indice de démocratie qui est de 3,31 sur 10. Ce qui fait qu'au niveau du classement, le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire. Donc il ne faut pas être surpris par un certain nombre de choses qui se passent. Maintenant, si on rentre dans les détails au niveau de cette situation politique, on peut dire que 2 événements qui ont marqué la vie politique ces derniers temps, c'est le changement de constitution, que l'on a considéré comme étant fait pour des raisons de conservation du pouvoir. Et ensuite, l'élection présidentielle anticipée de 2016. Mais au-delà de ça, vous avez le processus démocratique qui est en panne, vous avez la loi fondamentale qui est allée sur mesure, vous avez la gestion clanique qui explique un certain nombre de choses, notamment la complaisance dans l'établissement des responsabilités dans plusieurs malversations, crimes et scandales économiques, et même au niveau de la grave crise que connaît le pays, parce qu'on n'a jamais établi la responsabilité. La raison de cette crise, c'est la baisse drastique des prix du baril du pétrole, ce qui est archi faux, comme je l'ai dit plus haut. Ensuite, nous avons la violation en toute impunité de la loi fondamentale, et sur ce point, nous tenons à signaler que toutes les institutions sont dans l'illégalité la plus totale. Pourquoi?
Parce que dans ces différentes constitutions, que ce soit la constitution de 2002 ou la constitution de 2015, il y a un article qui dit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction doit déclarer son patrimoine. Depuis 2002, c'est-à-dire depuis 17 ans, aucun gouvernant, aucun acteur politique n'a déclaré son patrimoine. Et vous savez les raisons pour lesquelles cela n'a pas pu se faire. Ensuite, nous avons une justice à deux vitesses qui s'acharne terriblement sur les opposants, qui sont souvent accusés de détention illégale de munitions et d'armes de guerre, d'atteinte à la sûreté de l'État, tandis que les criminels économiques et financiers ne sont nullement inquiétés. Il n'y a pratiquement aucune procédure, en dépit des révélations qui sont faites et même des dossiers qui sont mis à nu par les propres services. Vous avez l'inefficacité du travail des organes de contrôle en général et du Parlement. S'agissant du Parlement, on pourrait même parler de l'assujettissement du Parlement qui n'aide pas à ce qu'un certain nombre de choses soient mises à nu. Enfin, vous avez l'attente de la majorité des Congolais de voir se réaliser la décrispation de la situation politique par la libération des prisonniers politiques, parmi lesquels Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa. Ceci d'autant, premièrement, parce que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a reconnu que leurs arrestations étaient arbitraires dans des avis qui ont été notifiés courant 2018, et le dit groupe a appelé les autorités congolaises à les libérer immédiatement. Deuxièmement, la signature le 23 décembre 2017 de l'accord de Kinkala, dans le cadre de la crise du Poul, qui a ouvert la voie à d'importantes mesures d'apaisement pour la sauvegarde de la paix. Ceci en dépit de la lourdeur du bilan des événements de la situation du Poul. Et pour le commun des Congolais, ils ne comprennent pas que pour des armes qui ont tué, qui ont causé autant de dégâts dans le Poul, on a pu prendre des mesures d'apaisement. Et soi-disant pour des armes qui ont été trouvées chez André Okombi-Salissa dans une parcelle, chez Jean-Marie Michel Moukoko, ils écopent 20 ans de prison. Et beaucoup de Congolais pensent que c'est une injustice qui ne devrait pas pouvoir perdurer. Et enfin, il y a, sous le prétexte de l'application des lois sur les partis, en fait, on veut régler le compte de certains opposants, de faire disparaître leur parti. Et vous avez le calvaire que vivent les militants et les responsables de l'opposition et de la société. À ce propos, j'ai eu beaucoup de coups de fil, soit avant de venir, soit pendant que je suis ici, pour me dire « Ah oui, mais tu vas là-bas, c'est sûr que tu mets ta vie en insécurité. » Je dis « Mais je suis protégé par la Constitution, je n'ai pas de problème particulier, etc. » Et je terminerai par un aspect sur ce côté de l'aspect politique. La souveraineté du peuple qui est opérée par des élections truquées. Depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans ce pays. Ce qui est curieux, c'est que le système d'organisation est le même système que le pouvoir actuel a combattu sous le président Lissouba, en réclamant la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Mais depuis qu'ils sont installés au pouvoir, ils se sont pratiquement mis là-dessus, de sorte que c'est un système frauduleux qui s'est basé sur l'organisation des mascarades de concertation. Il y a eu une à Brazzaville en 2009, Evo en 2011, Doulizy en 2013, Sibiti en 2015, mais ça n'a absolument rien de concertation et de dialogue. Ce sont des monologues qui sont organisés pour faire avaliser un certain nombre de choses qui sont déjà arrêtées dans un certain nombre de choses. Donc voilà un peu dressé le tableau en ce qui concerne la situation politique. En ce qui concerne la situation économique, alors là c'est encore plus dramatique. Les Congolais ne comprennent pas qu'avec l'embellie pétrolière que nous avons, avec un baril, un prix du baril du pétrole congolais, qui est passé pratiquement de $34 en 2003 à $102 en 2012, qui a fait passer le budget de 675 milliards en 2002, pratiquement à 4 000 milliards
en 2012, comment est-ce qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui? Cette situation se caractérise par quoi? Aujourd'hui, le taux de croissance est faible. En 2018, il aurait été de 2%. Il est projeté à 2% en 2019. Il a été négatif en 2016 et en 2017. Et vous voyez bien, les Congolais doivent bien se rendre compte que l'idée d'atteindre l'émergence en 2025 n'est qu'une pure illusion. Parce que déjà, ce taux de croissance est inférieur au taux de croissance de la population qui est de 2,6%. Et pour que nous allions à l'émergence, il faut que nous ayons des taux de croissance de façon durable entre 7 et 8%. Nous sommes très loin de là. Il y a des graves faiblesses dans la gouvernance. À titre d'exemple, je vous rappelle juste quelque chose que vous connaissez. Nous avons caché au Fonds monétaire une partie de notre dette. Elle était de 120%, nous avons déclaré 77%. Même à 77%, nous n'étions pas dans le respect des normes communautaires et CEMAC. Ensuite, une dette insoutenable, c'est ce que je viens de soulever. Une forte dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole, c'est ce qui caractérise véritablement l'échec du régime actuel. Parce qu'en 35 ans, on n'aura pas pu réaliser la diversification économique. Et pourtant, le plan quinquennal 82-86 avait pour principal objectif la mise en place d'un puissant secteur au pétrole. Un chômage endémique, les jeunes en souffrent, et écoutez bien, un niveau de corruption jugé inacceptable. Le Congo a un indice de perception de la corruption en 2019 qui est de 19 sur 100. Et nous sommes pratiquement 165e au plan mondial sur 180 pays. Et nous sommes dans le top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Malheureusement, il y a un manque de volonté manifeste de lutter contre la corruption. Nous avons un classement Doing Business également préoccupant parmi les derniers de la planète. Nous sommes 180e sur 190 pays, ce qui veut dire que nous ne sommes pas favorables. Notre environnement n'est pas favorable aux affaires. Et il est difficile, lorsque vous avez un environnement qui n'est pas favorable aux affaires, de réussir la diversification économique. Pour les autres aspects, le taux de pauvreté est élevé, le pillage sur toute l'étendue du territoire national, des ressources forestières, halieutiques et autres, la situation préoccupante des réserves internationales, la liquidité. En fait, vous découvrirez tout ça au niveau de la communication entière que vous aurez. Cela veut dire quoi? Le